Bonjour à toutes et à tous. Et donc, merci de participer à ce webinaire sur pacte vert et élevage. Donc, je vais vous faire une introduction rapide sur le séminaire, le webinaire. Je m'appelle Hervé Guiomard et je suis directeur de recherche à INRAE. Et donc, ce webinaire est organisé en fait à l'occasion de la sortie d'un ouvrage collectif que j'ai eu le plaisir de coordonner avec Cécile Descendre, qui est aussi chercheur à INRAE, mais à Dijon, sur quelle politique agricole commune demain. Et en fait, dans cet ouvrage, comme vous le savez certainement toutes et tous, nous partons du constat en fait que les agriculteurs européens font face à des défis de très grande ampleur, à la fois sur le plan économique, sur le plan environnemental et climatique, et sur le plan social et je dirais aussi sociétal. Et donc, dans cet ouvrage, on a cherché à dessiner en fait les contours d'une PAC ambitieuse au service de la transition agroécologique des systèmes agroalimentaires européens, en traitant en fait les aspects économiques, c'est-à-dire à la fois les aspects de revenus, d'échange, partage et création de valeur et la question des risques et de sa gestion. La partie 2 porte sur les aspects environnementaux et les aspects de santé, en particulier les aspects climatiques, biodiversité et autres problèmes environnementaux et autres questions de santé, en particulier les aspects nutritionnels. Et enfin, la troisième partie porte sur le développement rural et sur l'innovation et le soutien que pourrait apporter la PAC à la fois sur le développement rural et l'innovation. Alors, cet ouvrage, en fait, est composé de chapitres qui, dans la mesure au maximum, sont organisés de façon identique, c'est-à-dire qu'on présente au début l'enjeu, on propose une analyse critique basée essentiellement sur l'économie publique, de la prise en compte de l'enjeu dans la politique actuelle, d'où on tire en fait un certain nombre de recommandations. Et dans le cadre de cet ouvrage, nous avons écrit un chapitre spécifique en fait sur PAC, production animale et consommation de produits animaux. Et donc, on profite du espace virtuel de cette année pour en fait faire ce webinaire sur plus spécifiquement en fait les productions animales dans l'Union européenne et la politique agricole commune, en mobilisant aussi, évidemment, au-delà de l'ouvrage, d'autres travaux écrits développés au sein de l'Institut, donc d'INRAE, dont vous avez des exemples sur la diapositive suivante, mais aussi évidemment des travaux développés par des collègues hors INRAE au niveau national, européen et international. Et donc, avant de rentrer juste dans le vif du sujet, voilà comment nous allons organiser le webinaire. Donc, nous aurons une première présentation par Vincent Châtelier, que vous voyez à l'écran, donc qui est chercheur à l'INRAE de Nantes, plus spécifiquement sur les aspects compétitivité et économie. Donc, il parlera de la compétitivité des productions européennes animales. La session 2 sera présentée par Pierre Duprat, qui est chercheur à Rennes, à INRAE de Rennes, qui parlera plus spécifiquement des aspects climatiques, de la question des émissions de gaz à effet de serre liées aux productions animales et de leur régulation, avec à la fois des opportunités et des risques. Et la troisième session, en fait, fera écho en quelque sorte à la présentation de Pierre. Elle sera présentée par Luc Delaby. Elle a été préparée conjointement avec Jean-Louis Perrault, qui sont tous les deux chercheurs à l'INRAE de Saint-Gilles, donc pas loin de Rennes, sur la question en fait de l'herbe, étant donné en fait les effets positifs de l'herbe. Et donc Luc essaiera de nous présenter dans quelle mesure l'élevage à l'herbe peut être une solution, au moins un certain nombre de défis que l'on aura présentés plus haut. Et rapidement, je conclurai en fait le webinaire, en particulier en développant un peu ce qui est aujourd'hui à l'actualité, c'est-à-dire à nouveau les négociations sur la future PAC et leur interculation avec le pacte vert. Alors, juste avant de commencer stricto sensu le premier exposé, donc dans le format webinaire, alors nos bobines seront toujours à l'écran, mais vous, pour poser des questions, vous utilisez sur la droite en fait le chat en fait qui est question, qui s'appelle question. Vous n'hésitez pas à poser vos questions, sachant que chaque présentation
durera 15 minutes et ensuite nous aurons 10 minutes de questions. Et donc, j'essaierai à partir de vos questions écrites de faire une synthèse de celles-ci pour poser les questions à l'orateur ou à d'autres orateurs qui pourront compléter les réponses, sachant qu'à la fois vos questions, plus elles sont courtes, mieux c'est, et les réponses, idem. Et donc, sans attendre, je vous propose de passer à la première session, donc qui va être présentée par Vincent Châtelier, donc à Nantes, sur compétitivité des productions animales européennes. Et Vincent, je te passe la parole. Merci Hervé, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, pour parler de la compétitivité des productions animales, une petite introduction pour rappeler que les échanges internationaux en production animale se développent en posant tout un ensemble de questions aussi sur le plan environnemental. Donc les trois parties de cet après-midi sont reliées également par la question du commerce. À l'échelle internationale, on peut considérer que les productions animales européennes, qu'elles soient européennes et même françaises, sont rarement compétitives par le seul canal des prix bas en l'occurrence. Même si c'est vrai que sur le canal des prix, certaines productions, le lait et la viande porcine notamment, sont mieux positionnées que d'autres. Je pense à la viande bovine, ovine et aux volailles. Alors le constat qu'on a d'une moindre compétitivité de l'Europe par rapport à d'autres fournisseurs du marché mondial en production animale peut s'expliquer de différentes façons. La première, c'est que les exigences qui sont appliquées à la production au sein de l'Europe au travers des normes sanitaires et environnementales sont souvent, pas toujours, mais souvent plus fortes dans l'Europe qu'elles ne le sont ailleurs. Le deuxième facteur, c'est évidemment le coût de la main-d'œuvre salariée, qui est plus élevé dans l'Europe que dans la plupart des autres pays compétiteurs. Le troisième facteur, c'est le coût de l'énergie, qui est plus élevé au sein de l'UE qu'ailleurs. Et le troisième, c'est que la disponibilité en foncière au sein de l'Union européenne, on a 170 millions d'hectares de SAU, sont aussi plus faibles comparativement à d'autres pays du monde. Alors, je vais présenter mon exposé avec plusieurs graphiques qui vont se succéder pour essayer de vous faire partager un peu les dynamiques à l'œuvre sur une vingtaine d'années. Donc, toutes les slides que je vous présente ont été tirées des données des douanes et notamment de la base de données BASI qui est harmonisée par les travaux du CEPI et que nous utilisons avec des niveaux de désagrégation qui peuvent être beaucoup plus fins que ce que je vais présenter ici. Premier message sur cette diapo, le commerce mondial des produits agroalimentaires ne cesse d'augmenter. Il a été multiplié par 3 en valeur courante depuis 2000. Et la place des productions animales dans le commerce mondial, abstraction faite des échanges entre les pays de l'Union européenne, cette place est à peu près de 16% tout au long des 20 dernières années. Donc le commerce mondial des biens agroalimentaires porte que sur une faible part pour les productions animales. Quand on regarde le commerce mondial en production animale, on a donc une somme pour l'année dernière, ou 2018, qui était de 153 milliards d'euros, dont seulement 5% relevait du commerce d'animaux vivants, qui fait aussi l'objet d'un certain nombre de débats relatifs au bien-être animal. Les deux produits qui se dégagent le plus en termes de commerce mondial, c'est le secteur laitier, la moitié des échanges de production animale, avec pratiquement 50 milliards. Le deuxième, alors pas en volume, mais en valeur, la viande bovine, 34 milliards. Et ensuite viennent au coude à coude la viande porcine et la viande de volaille, avec à peu près 20 milliards d'euros d'échanges. Donc vous avez ici la hiérarchisation des contributions des différentes productions animales au commerce mondial. Ce qui est très important de bien noter, parce qu'on a souvent le sentiment dans beaucoup de débats qu'on insiste sur les risques pour l'Europe d'une pénétration du marché européen par des pays fournisseurs, il est bon ton de rappeler que l'Europe réalise aujourd'hui 21% du commerce mondial à l'export en production animale. Nous sommes donc de loin le premier exportateur mondial, devant les États-Unis qui sont à 15, la Nouvelle-Zélande à 9 et le Brésil qui est souvent cité comme exemple d'un pays un peu conquérant qui est à peu près au coude à coude avec la Nouvelle-Zélande. Le commerce mondial des productions animales est très concentré puisque les 2/3 de ce commerce résultent des 5 premiers opérateurs. Alors, l'Europe fait 20% du commerce mondial en production animale, mais ça dépend des produits. Donc, les produits où nous sommes vraiment très fortement représentés, vous avez la viande porcine,
où nous sommes à 38% du commerce mondial, avec des évolutions récentes plutôt favorables, notamment liées à la crise en Chine. On est fort également en volaille vivante, mais c'est un petit marché. On est fort en produits laitiers, pratiquement le tiers des échanges en valeur. On est au coude à coude, encore une fois, avec la Nouvelle-Zélande en volume, mais en valeur, nos produits exportés génèrent plus de valeur ajoutée. Donc, on est très fort là-dessus. Alors, sur le commerce de viande bovine et d'ovine, on n'est quasiment pas présent, puisqu'on est à 3% du commerce mondial et 2% en viande bovine, comme chacun sait. Alors, inversement, quels sont les grands pays importateurs de production animale dans le monde? Alors, il y a un pays qui a énormément progressé depuis 10 ans, c'est évidemment la Chine, aujourd'hui qui regroupe à lui seul 17% du commerce mondial, devant les États-Unis et le Japon, petit pays, 127 millions d'habitants, peu de surface agricole et donc très dépendant à l'import dans le domaine des productions animales avec 9%. Le Japon importe beaucoup plus de production animale que l'ensemble des 28 pays de l'Europe. Et l'Europe est juste un peu devant la Corée du Sud. Ça pondère un petit peu la manière dont on se positionne parfois toujours au centre de la carte quand on analyse les flux à l'import. Alors, est-ce qu'on pèse sur certains marchés mondialement? La réponse est en vérité pas tellement. Bien sûr, sur le secteur ovin, qui a une toute petite contribution au marché mondial des productions animales, l'Europe pèse pour 18% des achats internationaux. Ensuite, vous avez la viande de volaille, 11%. Et même sur la viande bovine, qu'on cite souvent en exemple, l'Europe pèse pour seulement 6% du commerce mondial à l'import. Et dans les produits laitiers, les importations sont tout à fait marginales. Alors, ce graphique essaye de préciser comment le solde commercial de l'Europe, donc en vert, a évolué sur les 20 dernières années. En fait, on assiste depuis 10 ans à une très forte progression de la balance commerciale dans le domaine des productions animales pour l'Europe. En gros, on a multiplié par 3 en 10 ans la balance commerciale qui atteint 33 milliards d'euros. Autrement dit, la balance commerciale agroalimentaire de l'Europe serait largement déficitaire si nous enlevions les productions animales du calcul. C'est grâce, je vais dire autrement, c'est surtout grâce aux productions animales que l'Europe parvient à obtenir une balance commerciale positive. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que les importations de l'Europe en production animale n'ont quasiment pas bougé sur les 20 dernières années, même si évidemment il y a des flux intracommunautaires extrêmement puissants et que nous analysons par ailleurs. Pour ce qui est des partenaires de l'Europe en matière de production animale, nous avons un pays qui sort vraiment du lot, c'est la Chine. Aujourd'hui, la balance de l'Europe avec la Chine, c'est 10 milliards d'euros positifs. En fait, c'est 10 fois plus que le déficit que nous avons avec le Brésil. C'est pour donner les ordres de grandeur. En gros, le Brésil, c'est moins 1 milliard. La Nouvelle-Zélande, moins 800 millions. Et la Thaïlande, pour la production de préparation de volaille, c'est à peu près moins 700 millions. Mais en gros, ce qui sort du lot, c'est la Chine. Le Japon, les États-Unis ont toujours été des clients et on est dans une situation d'amélioration de notre balance commerciale avec ces pays. Alors, si on améliore notre balance commerciale, c'est essentiellement en raison de 2 productions. Donc, c'est le lait qui tire. Alors, bien avant même la fin des quotas, ça a commencé finalement avec la décision en 2009 de déréguler tranquillement, le soft landing qu'on avait appelé, de déréguler tranquillement le secteur du lait. Donc, on a connu une amélioration des exportations en valeur, pratiquement un doublement sur la décennie. Donc, balance commerciale de l'Europe en produits laitiers, 22 milliards positifs. En porc, on est à 10 milliards. Et pour les autres productions animales, on flirte finalement avec l'équilibre. Alors, tantôt on est excédentaire en valeur, tantôt on est déficitaire en volume. On regarde ça de manière précise, mais globalement, on retiendra que l'essentiel est lié au secteur du lait et au secteur, évidemment, de la viande porcine. Alors, pour descendre un tout petit peu, tous les États membres ne profitent pas de la même manière de cette dynamique. Donc, les grands gagnants, si vous voulez, depuis 10 ans, si on veut, c'est les Pays-Bas, qui ont en gros doublé leur balance commerciale en production animale de manière très claire et qui dominent vraiment l'ensemble des pays européens. Je rappelle que la balance commerciale agroalimentaire des Pays-Bas est de 29 milliards d'euros, donc la moitié de cet excédent est lié aux productions animales. L'Irlande a très bien performé depuis une dizaine d'années, je dirais en lien avec sa stratégie nationale
qui a été fixé dès 2010 et d'un développement majeur de la production laitière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne, qu'on cite souvent, connaît un petit plafonnement malgré tout de sa solde commerciale, un peu à la lumière du Danemark. Pierre nous dira si cela dépend des politiques environnementales, mais on voit bien qu'il y a un espèce de plafonnement. Alors, ce n'est absolument pas le cas dans deux autres pays qui montent en flèche aujourd'hui. La Pologne, qui s'est fortement spécialisée alors dans le lait, mais aussi dans l'aviculture. Et puis l'Espagne, qui, elle, fait jackpot un petit peu sur la filière porcine à l'international, et notamment dans sa relation à la Chine, qui a été demandeuse d'1 million de tonnes de viande de porc en plus l'année dernière, compte tenu de la décroissance du cheptel dans ce pays. Et puis j'ai mis évidemment en dernier la France. Alors rien de trop grave finalement, la balance commerciale, elle est stabilisée aux alentours de 4 milliards d'euros. Ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas, contrairement aux autres pays, bénéficié de l'augmentation du marché mondial dans ce domaine. Alors, si on regarde pour la France, en fait, les 4 milliards qu'on a sur le trait rouge ici, les 4 milliards font l'objet d'un double mouvement qu'il faut avoir à l'esprit, une forte détérioration de la balance commerciale de la France en production animale avec les autres pays européens, à telle enseigne en bleu, à telle enseigne que depuis 2019, on peut dire que la France est devenue déficitaire pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale avec les pays partenaires de l'Europe dans le domaine des productions animales. Et inversement, et grâce surtout à la Chine, et au repli peut-être un peu avec le Brésil, mais surtout grâce à la Chine, on a un développement des exportations sur pays tiers. Et en fait, l'équilibre des deux a permis de maintenir une balance commerciale relativement équilibrée sur longue période. Alors, j'ai commencé à travailler sur les données les plus récentes que nous puissions avoir sur les données des douanes pour essayer de voir si, en période de confinement, avec la crise du Covid, nous avions eu de forts changements sur la dynamique des échanges au sein de l'Europe, au sein de la France. Eh bien, la vérité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ils ont été confinés, mais les marchandises ont continué de circuler. Et sur les 6 premiers mois de l'année 2020, on a un tout petit peu creusé le trou en déficit commercial en production animale avec les pays européens et on a très peu amélioré avec les pays tiers. Sous-entendu, rien de neuf sous le soleil. Le Covid, contrairement à l'idée qu'on avait laissé entendre qu'il conduisait à un réapprovisionnement national majeur, on ne le voit pas dans les chiffres pour le moment, même si évidemment il y a eu des réorientations de court terme. Alors, j'attire votre attention sur ce graphique. Il y a très peu de production animale en France où nous sommes dans une période d'amélioration de notre performance commerciale vis-à-vis des autres pays partenaires de l'Europe. Alors, ce qui est spectaculaire, ce n'est pas la filière avicole parce que ça fait 20 ans que ça dure. Donc, en gros, qu'on est devenu déficitaire et qu'on achète des poulets standards à l'étranger. Ce qui n'est pas dramatique, mais qui nous interroge, c'est la baisse colossale de la balance commerciale de la France en produits laitiers et qui est liée pour une très grande part à une augmentation des importations de fromage. La courbe, elle est impressionnante. Une augmentation des importations de fromage en provenance de l'Italie, alors souvent des fromages de qualité, mais en provenance surtout des Pays-Bas qui ont profité, comme on le sait, de la fin des quotas pour dynamiser leur production. Avec les pays tiers, les choses sont assez simples. Il n'y a qu'une seule courbe qui sort du lot sur les 20 dernières années, c'est le secteur du lait. En gros, la France a été capable d'améliorer sa performance dans le seul secteur qu'on connaît, c'est le lait. Le reste, c'est vraiment des évolutions assez marginales. Et la balance commerciale de la France en produits laitiers avec les pays tiers est aujourd'hui de 3,5 milliards d'euros. Heureusement qu'elle est là, parce que la dégradation avec l'Europe nous aurait privés de marché. Alors, c'était au pas de course tout ça évidemment, mais quelques mots de conclusion. D'abord, la dynamique du commerce international en production animale, elle est toujours au rendez-vous. Et le Covid a une influence plutôt modérée sur les flux agroalimentaires. On a beaucoup tergiversé pendant le Covid pour savoir si il fallait consommer national, etc. Je vous assure, on va rédiger des articles là-dessus. C'est impressionnant comme quoi le commerce résiste au Covid. C'est impressionnant dans l'agriculture. Le deuxième message, c'est extrêmement clair. C'est aussi, ça confère de la fragilité aussi. La Chine est devenue un acteur majeur des importations en production animale. Alors, en raison de difficultés productives internes qui sont bien étudiées et surtout de la situation sanitaire qui prévaut
depuis quelque temps, mais qui devrait durer. Alors, la difficulté, c'est qu'on met un petit peu toutes nos billes sur un seul pays. Si jamais il y avait un retour, on serait en fragilité. Troisième point, l'Union européenne a une balance très positive en production animale. Les importations de l'Europe en provenance des pays du Mercosur étant très inférieures aux exportations de l'Europe vers l'Asie. Je pense que dans les débats publics sur notre agriculture, on insiste énormément, on en fait des tonnes sur le Brésil, et on ne dit pas ce qui se passe de l'autre côté. Rééquilibrons un peu les choses. La balance commerciale de l'Europe avec la Chine est 10 fois supérieure à celle du Brésil. Et pour finir, et peut-être faire le lien avec les questions qui seront évoquées tout à l'heure, ce travail sur le commerce est lié aux aspects environnementaux pour deux raisons. Parce qu'on se pose beaucoup de questions sur faut-il baisser l'offre de production animale en Europe pour des raisons environnementales aujourd'hui. Et la question qui est posée, c'est que si nous ne faisons pas la production animale en Europe, la question sera posée de savoir si d'autres pays qui ont des comportements environnementaux, pas toujours, mais parfois moins vertueux que les nôtres, contribueront finalement à des aspects environnementaux globaux plus détériorés que si on continuait à produire. Donc, c'est une vraie question qui est posée dans le cadre de la PAC. Et la deuxième question, extrêmement importante, c'est faut-il répartir autrement les productions animales entre les États membres de l'Europe? Et j'ai envie de dire qu'il va être temps qu'on s'en occupe parce que les évolutions récentes montrent qu'on est dans une reterritorialisation des productions animales dans les bassins les plus compétitifs. Merci Hervé et merci à vous. Merci beaucoup Vincent, y compris pour le timing parfaitement respecté. Alors, dans les questions, il y en a plusieurs, donc je vais d'abord prendre de façon rapide et tu essaies de répondre aussi rapidement des questions de précision pour que tout le monde comprenne bien. Il y avait une question sur est-ce que les produits transformés à base de viande sont comptés quand tu parles de production animale? Donc, je te laisse répondre parce que là, c'est de la précision. La réponse est absolument oui. Voilà. Donc là, c'est simple. Donc oui. Il y avait une autre question. Donc, quand tu présentes les chiffres d'import ou d'export de l'Union européenne, ceci, est-ce qu'ils incluent ou pas les échanges intra? Enfin, j'ai la réponse, mais je te la laisse. Alors là, normalement, c'est indiqué sur ce graphique quand vous téléchargerez le diaporama. Quand on parle des échanges de l'Europe, c'est des échanges extra-communautaires uniquement. Quand on parle des échanges d'un pays, c'est les exportations et importations avec les pays tiers et avec l'Union européenne. Donc, on veille à bien préciser. Si ce n'est pas fait, il faut le faire. Et donc, il y avait une autre question un peu, je ne sais pas si tu connais beaucoup de chiffres, ça je sais, mais est-ce que tu peux donner un ordre d'idée de ce que représentent les exports et les imports en production animale, où tu choisis, si tu veux, pour l'Europe, voilà, en part de production de consommation, si c'est plutôt quelques pourcents, voilà, et si tu peux, pour la France. Alors, pour l'Europe, sur le lait, les importations représentent 0,5% de la consommation et 12% de la production. Pour la viande porcine, les importations de l'Europe représentent 0,5, même 0% de la consommation et représentent entre 18 et 20% de la production. Pour les ovins, nous sommes déficitaires avec un trou de 20%. Pour la viande bovine, nos exportations représentent entre 3 et 5% maximum de notre production intérieure et il en va de même pour les importations. Pour ce qui est de la France, sur les produits laitiers, la France a une balance commerciale positive de 3,8 milliards d'euros. Donc, c'est un taux d'auto-approvisionnement de 20% supérieur à l'offre. Pour les ovins, nous avons un déficit de 45% de la production. Pour la viande porcine, nous avons un taux d'auto-approvisionnement de 105%. Et pour la viande de volaille, nous sommes déficitaires en viande de volaille de l'ordre de 300 millions d'euros, quelque chose comme ça en volaille. Donc, on est déficitaire en viande de volaille, même si on est excédentaire en volaille vivante et en œufs. Donc, merci Vincent. Donc, toutes et tous, vous aurez noté qu'il connaît les chiffres par cœur. Et du coup, évidemment, vous aurez accès au PowerPoint. J'en profite pour vous en dire ça. Dans le dit PowerPoint, il y a une présentation avec leur titre d'un certain nombre de travaux de Vincent
et vous trouverez dans certains de ses travaux écrits noir sur blanc les chiffres qu'il a présentés, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait pu noter, mais enfin, on a répondu à la question puisque c'est ce qui était voulu. Et de façon générale, vous allez voir la page de Vincent, il y a beaucoup d'informations, y compris sous forme de PowerPoint, si ça vous intéresse par rapport à ces chiffres. Alors justement, il y a quelqu'un qui pose la question par rapport à ça. Oui, le diaporama sera disponible pour tout le monde, mais je veux revenir sur les questions. Après, il y avait des questions à la fois un peu sur le court terme et le long terme, quoi. C'est-à-dire en gros sur les questions de ce que tu as dit par rapport à une certaine régionalisation aujourd'hui de la production, l'effet du Covid, qu'est-ce qui va se passer si certaines maladies dans certaines zones s'éloignent ou pas. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment répondre, parce qu'il y avait une autre question que je trouvais difficile, mais intéressante, qui demandait un peu, selon vous, enfin selon toi, du coup, l'avenir agricole à 5 ans tel que tu le vois. Et je voudrais prendre cette question-là, si je peux me permettre d'imposer ceci. Étant donné ce que tu as dit, par exemple, par rapport aux productions animales, et je vais me placer en supposant que la question était avenir agricole à 5 ans pour la France, plutôt, et peut-être pour l'Ouest, où les productions animales sont très importantes. Alors, si tu pouvais nous dire un peu ce que tu vois, peut-être les 2 ou 3 grands faits opportunités ou les 2 ou 3 grandes menaces, peut-être. Voilà. Tu n'as pas beaucoup de temps pour répondre non plus. Vas-y. Ouais, c'est toujours très compliqué de répondre en 2 secondes à des questions aussi pertinentes quelque part. Donc, il faut toujours prendre le temps. J'ai eu la chance d'intervenir au Conseil économique et social 3 heures là-dessus il n'y a pas longtemps. Ce que je veux dire, c'est que sur 5 ans, je pense que 3 enjeux. Le premier, c'est la reconquête du marché intérieur français en volaille de découpe. En fait, on est en train de détériorer notre balance commerciale parce qu'on ne répond pas à la demande. Et aussi parce qu'on n'a pas les prix peut-être pour le faire. Donc l'enjeu numéro 1, sur la volaille, reconquête du marché domestique. Sur la filière porcine, ça ne bouge plus beaucoup. Il n'y a plus d'augmentation d'import et il n'y a plus beaucoup d'augmentation d'export. L'enjeu, c'est autour du capital et du renouvellement des agriculteurs dans des outils qui ont pris des dimensions très importantes. Sur le lait, il faut revenir dans la course. On est en train de décrocher et l'enjeu, la balle, elle est dans le camp, quelque part, des industriels privés en France. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que dans les pays du nord de l'Europe, là où il y a des coopératives, on a augmenté fortement la production laitière. Et en France, les industriels privés, dont certains sont très internationalisés, n'ont pas pris pour stratégie, ça reviendra peut-être, pour le moment, n'ont pas pris pour stratégie de valoriser le lait local sur les marchés internationaux à partir de la production dans l'ouest de la France. Et pour la viande bovine, l'enjeu, il est clairement de retrouver de la valeur dans un marché qui va être très compliqué parce que le renouvellement générationnel va se heurter à la faiblesse de la rentabilité du capital. Donc, on est dans une situation pas facile. Et du coup, en rebondissant sur ta réponse par rapport à cette question-là, et puis c'est aussi des questions qui sont posées par les gens qui nous écoutent, la question des accords bilatéraux conclus par l'Union européenne, dans lesquels l'agriculture ou les produits agricoles sont le plus souvent des produits sensibles, est-ce que tu penses que, disons, sur ceux qui sont conclus ou ceux en voie de discussion, est-ce que c'est une menace? Ça, tu pourrais répondre mieux que moi. Pour ce qui est du Mercosur, puisque tu vas faire un rapport là-dessus, pour ce qui est… Alors, il faut être très précis, en fait. Il faut regarder chacun des accords. Il y a un accord bilatéral entre l'Union européenne et le Japon qui va de facto être favorable aux produits animaux de l'Union européenne parce que le Japon n'aura jamais rien à commercer vers l'Union européenne. Et en plus, il respecte la qualité, enfin les reconnaissances de qualité qu'on a faites en Europe. Pour le Canada, on a beaucoup parlé. On va regarder les chiffres. Pour l'instant, le Canada est un partenaire extrêmement mineur dans l'ensemble des flux commerciaux de l'Union européenne, tant à l'export qu'à l'import. Alors, certains nous disent, et depuis longtemps maintenant, que ça va changer.
on sera là pour vérifier. Pour l'instant, il n'y a pas eu de percussion majeure. Et pour ce qui est du Mercosur, évidemment, l'accord ne va pas être signé, mais l'enjeu est différent qu'il y a une quinzaine d'années. Les exportations du Brésil dans le domaine des productions animales à destination de l'Europe ont plutôt, pour différentes raisons, eu tendance à baisser depuis une dizaine d'années et non pas à progresser. Donc le Brésil est en recul et l'accord ne sera pas signé de sitôt. Donc, merci Vincent. Donc, on va passer à… Merci beaucoup. Et tu restes évidemment avec nous et on va passer à l'exposé suivant de Pierre en disant juste 2 points. Donc, pour faire le lien, quand Vincent dit que l'accord ne sera pas signé, donc le rapport de la commission UE-Mercosur, il est dévoilé ou rendu public vendredi à midi. Donc, on n'anticipe pas sur ce que va dire le Premier ministre, parce que je ne sais pas, sachant qu'il y a plusieurs États membres aujourd'hui qui ont déclaré qu'ils étaient plutôt défavorables, et en particulier que le fait qu'ils soient défavorables, c'est beaucoup pour des raisons environnementales et climatiques, et donc de l'impact négatif que pourrait avoir cet accord, en particulier sur la déforestation dans les pays du Mercosur, et donc l'impact sur la perte de biodiversité de la déforestation et la perte par déstockage de carbone. Et donc, je pense que c'est un enjeu essentiel aussi dans les échanges internationaux et dans l'Union européenne. Ça tombe bien puisque le deuxième exposé de cet après-midi va être fait par Pierre Duprat, donc qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est chercheur à l'INRA et ici à Rennes, et qui va nous parler donc de la question des émissions de gaz à effet de serre, des risques et des opportunités. Pierre, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, pourquoi parler de la PAC, de l'élevage et du climat? Bon, d'abord, l'élevage est souvent accusé d'avoir un effet climatique très défavorable. Jusqu'à récemment, la PAC s'intéressait peu au climat. Vous avez, pour ceux qui connaissent, noté que les mesures agro-environnementales du deuxième pilier avaient été rebaptisées mesures agro-environnementales et climatiques depuis 2013, mais sans que sur le terrain, on ait forcément d'énormes changements. Et surtout, depuis la PAC de 2013, on a le verdissement du premier pilier avec un certain nombre de mesures qui sont motivées explicitement par des aspects climatiques et environnementaux. Sinon, en général, l'agriculture était plutôt connue pour avoir des difficultés d'adaptation au changement climatique. Or, aujourd'hui, on le verra avec le pacte vert, l'atténuation des effets climatiques est au centre du pacte vert et concernera nécessairement l'agriculture et l'élevage. Donc, un petit rappel sur les principaux gaz à effet de serre issus de l'agriculture. Ce n'est pas principalement le dioxyde de carbone, le CO2, c'est principalement le méthane qui vient donc à 80% de la fermentation entérique des animaux, principalement des ruminants. Et l'autre gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est le protoxyde d'azote, N2O, donc qui vient des sols, du fonctionnement des sols, et notamment de l'azote dans les sols, et qui vient principalement de la fertilisation azotée. Donc l'agriculture pèse pour presque la moitié du méthane émis par l'humanité et 72% du protoxyde d'azote. Ici, j'ai noté le dioxyde de carbone. Ces chiffres de l'inventaire de l'Union européenne aux Nations unies sur le climat ne comptent pas pour l'agriculture les carburants et combustibles qui sont utilisés par l'agriculture, qui font à peu près 10% des émissions agricoles, mais ils ne sont pas inclus ici. Donc la répartition, pour l'instant, c'est qu'on a 55% pour l'Europe de méthane, alors, et 43% de protoxyde d'azote. Ces pourcentages dépendent bien sûr de la quantité de gaz émis, mais aussi de ce que vous voyez en haut, c'est ce qu'on appelle le pouvoir réchauffant global des différents gaz rapporté à celui du dioxyde de carbone. Donc, dans le rapport de 2019 de l'Union européenne, on utilise
les chiffres du 4e rapport du GIEC, où le méthane pèse 25 fois le CO2 et le protoxyde d'azote 200, à peu près 300 fois. Ces chiffres évoluent, on verra. En évolution maintenant, puisque on regarde en général ces chiffres depuis 1990, en fait, l'agriculture a une évolution favorable avec une baisse depuis 1990, donc d'environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, en fait, cette baisse s'est arrêtée autour de 2010-2013. Et depuis, on est au mieux dans une stagnation. Donc la baisse, qui était très intéressante jusqu'à maintenant, s'est arrêtée. On va essayer de comprendre pourquoi. Les chiffres en valeur absolue doivent être pris avec circonspection, hein, compte tenu de certaines conventions pour leur calcul. Et donc, en général, ils sont peu fiables en valeur absolue. Par contre, les incertitudes sur les évolutions sont très faibles. Alors, ces baisses qu'on a constatées depuis 1990, la mauvaise nouvelle, c'est que, en fait, c'est principalement au tout début des années 90 que la moitié de cette baisse des émissions agricoles s'est produite. Et dans les pays qui sont devenus membres de l'Union européenne dans les années 2000, donc qui ont subi notamment des diminutions de troupeaux bovins, ovins, etc., de ruminants assez forts, et puis une crise économique qui a peut-être aussi réduit la fertilisation juste après donc la période communiste. Ça n'a pas directement à voir donc avec le fonctionnement de l'Union européenne. Pendant toute la période, en fait, on a deux autres phénomènes qui expliquent le reste de la baisse. Tout d'abord, un premier phénomène qui lui, va s'arrêter à la fin des années 2000, qui est l'augmentation de la productivité des engrais minéraux, là, des engrais achetés par des engrais de synthèse industrielle. Donc, cette productivité des engrais augmentait régulièrement, c'est-à-dire que comme la production de céréales par kilo d'engrais augmentait, eh bien, en fait, les émissions du sol, les émissions de protoxyde d'azote du sol par kilo de céréales diminuaient. Donc, sans baisser la production, on avait une diminution de ces émissions de protoxyde d'azote. Et de la même manière, en fait, l'accroissement des performances laitières, c'est-à-dire de la production de lait par vache, a le même effet un peu mécanique, c'est-à-dire qu'on produit autant, sinon plus, avec moins de vaches, donc avec moins d'émissions, pour faire simple. Sachant que la baisse du troupeau laitier, cependant, baisse la viande produite par le troupeau laitier, donc cet effet positif est compensé par un effet négatif si la production de viande se maintient, puisque dans ce cas-là, on produit de la viande avec des vaches allaitantes, voilà, qui viennent en plus du coup. Alors depuis 2010 environ, l'accroissement des productions est plus rapide que celle de la productivité des engrais et des rendements laitiers. Et ça, une hypothèse d'explication, évidemment, émise par les économistes, c'est un retournement des rapports des prix, c'est-à-dire que, comme les prix agricoles ont augmenté, la rentabilité des engrais a augmenté, on a intérêt d'en mettre plus, mais la productivité marginale des engrais diminue dans ce cas-là. Alors, cet accroissement des productions, il est principalement tiré par les exportations. Donc, on a un accroissement des productions et des émissions qui sont tirées par une demande mondiale en produits animaux que Vincent, et beaucoup chinoise, que Vincent a montré juste avant. Et donc, on a un solde exportateur positif de l'UE en produits animaux qui est permis en partie par un solde négatif en produits végétaux, puisqu'on importe des aliments du bétail, ou des composés d'aliments du bétail riches en protéines végétales pour nourrir ces animaux. Et on peut voir là, comme le disait Vincent, un succès de la politique agricole, du découplage des aides, qui a rendu, en tout cas, le secteur animal européen compétitif sur le marché mondial. Ça pose un problème, cela, surtout si ça devient significatif. Vincent disait à peu près pour le lait, on a 12% d'exportation. Eh bien, les exports qui sont consommés par d'autres, les Japonais, les Chinois, etc.,
ont des émissions qui sont comptabilisées dans l'Union européenne. Et en revanche, évidemment, les importations de soja et d'autres matières végétales auxquelles sont également associées des émissions de gaz à effet de serre, elles ne sont pas comptées. Donc, il y a un danger, ça c'est un premier message important, il y a un danger à chercher à améliorer l'inventaire de l'Union européenne tel qu'il est réalisé actuellement, c'est-à-dire orienter production, en baissant la production et notamment en baissant les exportations, plus vite que la consommation européenne. Parce que dans ce cas-là, on a un risque élevé pour le climat dans le sens où ce qu'on ne produira plus sera produit probablement, peut-être un tout petit peu moins, mais produit probablement par d'autres et pas forcément dans des conditions de performance climatique aussi bonnes. Alors, l'intégration récente de l'agriculture dans la politique climatique. Donc, on a un règlement depuis 2018, le 842, qui cite explicitement l'agriculture dans les secteurs qui doivent contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Pour l'ensemble de ces secteurs qui ne sont pas dans le marché européen des quotas d'émissions, l'objectif était pour l'instant de 30%, apparemment en 2030 par rapport à 2005, correspondant à 40% depuis 2010. Cet objectif va être accru puisque là, apparemment, on s'est entendu sur, enfin, les autorités européennes se sont entendues sur quelque chose comme 50 ou 55%. Ce règlement, en fait, distribue des objectifs de réduction par État membre. Donc, par exemple, moins 37% pour la France, moins 0% pour la Bulgarie, donc aussi en fonction de leurs émissions historiques et puis de leur richesse. Mais il n'y a aucun objectif de réduction assigné à l'agriculture. Donc, s'il le juge nécessaire, chaque État membre peut le faire, mais il n'est pas obligé. Ensuite, on a la question du méthane. Il y aurait dans le nouvel accord un objectif de réduction pour le méthane. Ce n'était pas encore le cas jusqu'à maintenant, mais si c'est le cas, ce n'est pas encore acté, c'est très récent. Le problème du méthane, c'est que c'est ce qu'on appelle un gaz à effet de serre à cycle court, donc qui a un pouvoir réchauffant global beaucoup plus fort à court terme, à 20 ans, par rapport au dioxyde de carbone, qu'à 100 ans. Je vous ai donné le chiffre de 25, ça a été révisé en 2013 à 28, donc, pour d'autres raisons, toujours sur une période de 100 ans. Mais si on parle de 2030 ou de 2050, bien, un chiffre, le pouvoir réchauffant global à 40 ans, qui est de l'ordre de 60, est plus approprié, ou même celui de 80, qui est le pouvoir réchauffant global à 20 ans. Donc ça, c'est une problématique qui va se poser très rapidement et qui concerne au premier chef l'élevage, comme vous l'avez vu, qui fait près de 50% des émissions de méthane européennes. Ensuite, l'autre aspect important, c'est que, en plus, ce pouvoir réchauffant global du méthane dépend de l'évolution. C'est-à-dire que quand les émissions augmentent, eh bien, le pouvoir réchauffant est encore plus grand. Voilà. Et inversement, ce qui peut être intéressant pour maîtriser la température, c'est que quand elle décroisse, cette fois, la dégradation du méthane dans l'atmosphère produit un effet refroidissant. Alors, dans les propositions législatives de la future PAC, donc le climat est l'un des 9 objectifs de la future PAC, mais un peu à égalité avec les 8 autres objectifs. Donc, ces propositions législatives datent de juin 2018. Voilà, donc c'était avant le pacte vert. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la gouvernance qui est prévue pour cette future PAC, où il y a un contrat d'objectifs entre les États membres et puis la Commission européenne, il y a un certain nombre d'indicateurs pour voir si les États membres font bien ce qu'ils ont dit et doivent être sanctionnés ou au contraire récompensés de leur application de la PAC. Il n'y a pas d'indicateur concernant les gaz à effet de serre. Ce qui est dit dans la communication autour de cette future PAC, c'est que 40% des aides doivent être consacrées au climat. Ceci dit, pour l'instant, ce n'est pas une contrainte réglementaire et surtout, on ne distingue pas les mesures d'atténuation et les mesures d'adaptation. Donc, on peut très bien justifier à l'aide du climat, par exemple, l'achat de pulvérisateurs contre de nouvelles maladies. Il y a aussi des mesures qui sont toujours peu cohérentes
puisqu'on reste beaucoup sur la même instrumentation avec les enseignements de l'économie publique. Je reviendrai, pas d'application du principe pollueur-payeur, et puis surtout une très faible corrélation entre les paiements ou les sanctions et les effets climatiques. Donc, des améliorations semblent possibles ou sont possibles au travers d'une nouvelle innovation de cette proposition qu'on appelle l'éco-scheme. Alors, depuis ces propositions de 2018 pour la PAC, comme je le disais en intro, donc le pacte vert apporte une nouvelle ambition, enfin, globalement pour l'Union européenne, une grande ambition climatique, c'est-à-dire atteindre la neutralité carbone en 2050. Simultanément, et ce n'est pas forcément très compatible, un environnement sans polluants toxiques également en 2050. Cela se décline pour l'horizon 2030 par la Farm to Fork Strategy, donc la stratégie pour l'alimentation et l'agriculture de l'Union européenne, avec des objectifs chiffrés cette fois pour 2030. Donc, je vous en mets les plus importants qui concernent l'agriculture. Donc, réduction de 20% de la fertilisation azotée, dans l'objectif de réduire de 50% les pertes de nutriments. Donc, ça aurait un effet direct sur le climat. La réduction de 50% des pesticides et antibiotiques, atteindre 25% de la surface agricole en agriculture biologique et 10% d'infrastructures agroécologiques, donc ce qui correspond aux éléments topographiques des actuelles surfaces d'intérêt écologique. Pour l'instant, c'est 5%, mais ces éléments topographiques des surfaces d'intérêt écologique, c'est bien moins que les 5%, puisque dans les 5%, on peut mettre des cultures fixatrices d'azote ou des cultures dérobées. D'autres objectifs non chiffrés, une alimentation plus saine, donc réputée dans la stratégie comme étant favorable au climat, puisque moins carnée et peut-être moins calorique. Voilà. La question que nous, et surtout sur un peu la façon dont on pourrait atteindre ces objectifs extrêmement ambitieux, eh bien, il y a essentiellement de l'innovation, de la bioéconomie circulaire et l'étiquetage des produits pour convaincre ou aider les consommateurs à améliorer leur consommation dans les sens dont on disait. Alors, on se demande, il va falloir que je termine, mais on se demande si ce n'est pas une ambition trop grande pour la PAC, c'est-à-dire d'essayer de concilier cette baisse très forte des pesticides, etc., et également d'atteindre la neutralité carbone. Tout ça tout en restant un leader mondial sur la question, c'est-à-dire de ne pas remplacer la production européenne par des importations qui n'apporteraient aucun gain climatique. Donc, ma dernière diapo était un peu sur ces contradictions, sur le fait que pour les simulations qui ont été faites jusqu'à maintenant, plus d'agriculture biologique ou moins de pesticides, eh bien, c'est globalement plus d'émissions de gaz à effet de serre en dehors des pays qui adoptent ces pratiques. Donc, il y a une certaine… Voilà, donc c'est là où on a besoin d'innovation et d'économie circulaire. Les solutions à technologie constante, ben, c'est principalement manger moins, donc ça ne concerne pas l'agriculture, c'est plutôt les consommateurs. Séquestrer beaucoup plus, donc il y a une étude de l'INRA sur le 4 pour 1000 qui montre qu'on pourrait atteindre 41% d'émissions de gaz à effet de serre en séquestrant mieux dans les sols agricoles et principalement dans les terres arables, mais à un coût raisonnable, disons 100 € la tonne d'équivalent CO2, on serait plutôt à 30%. Et puis, enfin, réduire les inefficacités climatiques de l'élevage. Donc là, c'est-à-dire le fait que, eh bien, il y a notamment en France et en Europe, donc même si on est performant, on a quand même des élevages qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre pour une valeur ajoutée faible. Je vous remercie. Alors, merci Pierre. Donc on a beaucoup de questions. Je vais prendre un peu des questions de précision pour comme ça tout le monde aura le même niveau d'information. Quand tu parles d'engrais, il y a une question de savoir si tu parlais des engrais minéraux et organiques ou simplement d'une seule catégorie d'engrais. Alors vas-y, tu réponds à ça. Là, sur les émissions, c'est tous les engrais azotés, organiques et minéraux. Voilà. Alors, après, il y a des questions un peu techniques, mais que tu pourrais préciser. Il y a une question sur les dates des objectifs de réduction.
Donc, tu as parlé d'objectifs à 2030 pour l'agriculture. Dans le Green Deal, c'est à 2050. Pourquoi ces horizons différents? Ah, pourquoi les horizons? C'est pas moi qui ai choisi les horizons, Non, ça non, non, c'est je sais dans bien. les textes européens. Voilà. Oui. Disons que c'est pour mettre un jalon, parce qu'on peut toujours affirmer qu'on va arriver à la neutralité carbone en 2050. L'agriculture dans l'Union européenne, c'est 10% des émissions. En France, c'est 17%, hein, donc c'est déjà plus. Mais il faut mettre des jalons, évidemment, pour espérer atteindre cette neutralité carbone. Je pense que c'est ça la raison d'avoir ces différents horizons temporels. D'accord, sachant que de toute façon, la Commission pose des jalons intermédiaires, même quand elle est à plus long terme. Voilà. Est-ce que l'Union européenne, quand elle fixe, ou les États membres, quand ils fixent des réductions, que se passe-t-il si ces réductions ne sont pas atteintes? En gros, il y a des pénalités? Alors, ça dépend. Oui, il y a eu déjà des pénalités ou des menaces de pénalités. Bon, Luc Delaby peut en parler mieux que moi, sur notamment le respect de la directive nitrate ou de la directive sur la qualité des eaux brutes. Donc, quand certaines normes ne sont pas respectées, oui, il y a toute une procédure, mais selon laquelle on peut avoir des pénalités. Pour l'instant, pour le climat, non. Je pense que dans le règlement 2018 dont je parlais, qui est valide, hein, qui est en cours, donc là, il est prévu qu'il s'applique à partir de 2021. Vu les objectifs climatiques renforcés d'abord par le Green Deal et puis peut-être par les nouvelles ambitions vis-à-vis du climat à 2030, de toute façon, ce règlement va être changé. Ce qui est prévu, c'est tout un tas de dispositions qui permettent aux États membres de s'entraider, etc., beaucoup plus que des pénalités. Donc, après, alors c'est difficile de résumer ou de rassembler des questions. Je vais me permettre de faire comme je vais te poser la question. Du coup, est-ce que l'agriculture, elle est sur les bons rails pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne ou pas? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, parce qu'elle l'était. On pourrait dire elle l'était jusqu'en 2013 et c'est un peu, oui, c'est un peu ironique parce que c'est depuis 2013 qu'on a l'objectif climatique dans la PAC de manière explicite. Et depuis 2013, on a ces effets du commerce mondial. Alors, je vais dire autrement. C'est-à-dire que la consommation de produits animaux en Europe, elle est stable et elle baisse un petit peu pour ce qui concerne la viande de ruminants, donc la partie qui émet le plus. Hein, donc, c'est la consommation européenne, elle est voilà. Après, les Européens consomment 2 fois plus de protéines animales que le reste, en moyenne, hein, par habitant que le reste du monde, et donc on a de la marge, tout en respectant les recommandations nutritionnelles de l'OMS pour baisser notre consommation de viande. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il ne faut pas se laisser trop impressionner par les inventaires à la production. Ils ont le mérite d'exister. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre que baisser la production dans l'Union européenne, il faut que ça se fasse en baissant la consommation aussi dans l'Union européenne. Sinon, on prive d'autres consommateurs de nos productions ou de nos exportations, et eux-mêmes, de toute façon, ils risquent de produire, etc. Donc, il y a les marges de manœuvre au niveau de la production qu'il faut rechercher absolument. Hein, c'est pour ça que, dans différents écrits, on proposait d'avoir des taxes ou des paiements qui soient vraiment proportionnels aux émissions de gaz à effet de serre ou à la séquestration de carbone pour réduire ces inefficacités, en tout cas au niveau de la production européenne, mais que par ailleurs, il faut vraiment faire attention à avoir une régulation et de la consommation et du commerce international. Voilà. Donc sur ce point, je dirais que l'information qui nous manque le plus, c'est finalement, et ça revient à la question posée par Vincent, c'est au sein de l'Union européenne, on a la chance d'avoir une idée de la performance en termes climatiques des différentes productions, et si on prend l'élevage,
entre les différents pays. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que le règlement de 2018 sur le climat, le règlement de 842, soit bien calibré parce qu'on risque d'obliger les pays les plus performants à baisser leur production, ce qui permettra aux pays les moins performants de l'augmenter. Alors, espérons dans les mêmes conditions. Au niveau international, on n'a pas cette information. Alors, peut-être que toi, tu as justement, dans les discussions autour du Mercosur, tu me disais que les productions bovines d'Amérique du Sud n'étaient pas plus performantes que les productions européennes. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment gérer, quoi. Voilà. Ok, donc je vais poser une dernière question. Enfin, je vais traduire une dernière question. Alors, je ne pourrai pas toutes les prendre, je suis désolé, mais il y a un point. Aujourd'hui, on compte les émissions agricoles brutes, c'est-à-dire ce qu'on émet en termes de CH4, N2O, etc. Oh mince, excusez-moi. Voilà. Et la question, c'est est-ce qu'il y a une justification à compter en même temps au crédit de l'agriculture le stockage de carbone qu'elle peut faire par les prairies permanentes, et ça fera le lien avec l'exposé de Luc tout à l'heure. Et du coup, quelle est la capacité en fait de réduction qu'on peut obtenir via un stockage augmenté, enfin à peu près des ordres de grandeur? Voilà. Alors pour aller vite, j'avais mis le chiffre, je ne l'ai pas commenté pour ne pas prendre trop de temps. Actuellement, on tient compte dans ce qu'on appelle le secteur changement d'utilisation des sols et forêts. Donc, on tient compte de ces aspects. Mais c'est plutôt, du coup, avec la forêt. Or, la situation actuelle, enfin, disons de 2017, c'était que la forêt séquestre. C'est sur sur mon deuxième graphique, là. La forêt séquestre, mais les changements d'utilisation des sols sont plutôt émetteurs nets. C'est-à-dire qu'il y a trop de terres qui vont à l'urbanisation et qui vont vers les céréales, et pas assez de terres qui vont vers la prairie, qui est comptée donc, ou vers la forêt. Donc ça c'est un premier point. Le point peut-être qui est le plus porteur d'avenir, c'est celui que je mettais à la fin, et ça, c'est pas comptabilisé dans les inventaires, c'est la séquestration qu'on peut faire dans les terres arables. Hein, donc ça, c'est le résultat de l'étude INRAE 4 pour 1000, là, c'est de dire, en fait, dans le potentiel de séquestration supplémentaire, parce qu'actuellement, les terres arables ont tendance à être sur une bonne voie de séquestration, hein, d'augmentation du carbone du sol. Mais on peut faire beaucoup mieux, notamment dans les terres arables qui en ont peu. Hein, et eux, dans leur projection, en fait, l'idée, c'était que 86% du potentiel de séquestration, il est bien dans le secteur agricole et il est dans les terres arables. Voilà. Hein, et donc, il y a une autre partie qui est dans les prairies, etc. Merci Pierre. Donc, je suis désolé, on doit couper. Il y avait beaucoup de questions sur les comportements. Si on a le temps, on reviendra un tout petit peu à la toute fin. Je ne réponds pas aux questions sur… on te demande si ça va, mon lapin, donc je suppose que tu vas bien, mais voilà. On va passer à la question suivante, du coup je suis troublé, à la session suivante, donc qui fait le lien avec ce que vient de dire Pierre, et en particulier par le potentiel de stockage de carbone dans les prairies, en particulier dans les prairies permanentes. Donc c'est Luc Delaby, qui est chercheur à l'UMR Pégase à Saint-Gilles, à côté de Rennes, comme je l'ai dit, qui va nous présenter ce troisième exposé, en essayant de répondre à la question sur l'élevage à l'herbe est-il une solution? Luc, je te passe la parole. Eh bien, merci Hervé. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que ça va continuer. Donc, on va effectivement s'intéresser aux prairies dans ce dernier exposé en essayant d'évaluer en quoi et pourquoi ces fameuses prairies, dont on a déjà un peu parlé en fin de l'exposé de Pierre, peuvent bénéficier du Green Deal et inversement en quoi le Green Deal et ses objectifs ambitieux peuvent aussi bénéficier de ces fameuses prairies permanentes. Comme vous le savez tous plus ou moins, ces prairies, qu'elles soient permanentes ou temporaires, représentent une part conséquente de la surface agricole utile européenne et française, puisqu'on est à plus de 35%. C'est donc un élément quasi vital de l'agriculture européenne.
Et comme vous le voyez sur la petite carte qui est à l'écran, toutes les régions sont concernées, tous les élevages de ruminants sont quasiment concernés par les prairies, à des degrés divers, avec des régions très fortement impactées, comme tout le centre de la France, la région Auvergne, la région Franche-Comté, les Alpes et les Pyrénées, mais aussi quelques régions de plaine comme la Normandie. Mais toutes les régions sont concernées, avec quand même un petit problème autour de ces surfaces, c'est que depuis les années 60, eh bien, on observe une diminution conséquente de ces prairies, et notamment des prairies permanentes, au bénéfice notamment des grandes cultures et des céréales notamment, puisque depuis les années 60, on a perdu environ en France 5 millions d'hectares, ce qui est très important, comme vous pouvez le remarquer sur ce petit graphique qui débute dans les années 50, avec quasiment 13 à 14 millions d'hectares, puis une descente jusqu'à les années 2018, données fournies par le ministère, qui nous mettent à peu près autour de 9 millions d'hectares de prairies permanentes. Donc, une diminution conséquente, avec derrière, entre autres, comme conséquence, eh bien, un moindre stockage de carbone, on y reviendra, mais surtout, cette diminution des surfaces est associée à une diminution du cheptel de ruminants et une diminution de la pratique du pâturage dans l'alimentation de ce cheptel de ruminants. C'est très net, notamment chez les vaches laitières. Donc, une part conséquente, mais une part en diminution, ce qui pose quelques problèmes du pourquoi et du comment faire mieux. Vous savez que depuis la dernière réforme de la PAC, l'Europe s'est préoccupée de cette diminution importante et a souhaité poser les prairies permanentes comme étant une des 3 éco-conditionnalités fortes de la PAC, avec pour objectif général de maintenir les surfaces déclarées en prairies permanentes en définissant comme prairie permanente toute parcelle qui est en herbe depuis au moins 5 ans. On reviendra sur cette notion de 5 ans qui est très importante. Et les enjeux autour de cette éco-conditionnalité ont été fortement posés dans les zones à gros enjeux écologiques, avec notamment quelques interdictions concernant des prairies permanentes en zone humide ou des prairies permanentes situées en zone Natura 2000. Ce qui était très marrant et assez intéressant, c'est que cette éco-conditionnalité, elle a été positionnée sur une approche collective. C'est-à-dire que ce sont les régions qui doivent s'assurer que leur surface en prairie permanente ne baisse pas avec 2 seuils, 2,5% et 5%, seuils au-delà desquels il y a des sanctions plus ou moins sévères d'appliquer. Donc, une déclinaison avec une approche collective et finalement une liberté individuelle notable laissée aux éleveurs. En d'autres termes, un éleveur peut retourner une prairie permanente espérant que son voisin ne fasse pas de même, de sorte que l'on respecte régionalement les 2,5% et les 5%. Ça a joué des tours d'ailleurs à quelques régions françaises, notamment les Hauts-de-France et la Normandie, qui ont été quelque peu en difficulté il y a quelques années parce que l'ensemble des retournements avait abouti à des dépassements de seuil. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que cette intention affirmée par la PAC autour de l'éco-conditionnalité qu'on va appeler prairie permanente, elle a une intention très louable, avec l'idée de les maintenir présentes et d'en maintenir la surface constante, mais elle fait l'objet de très nombreuses dérogations, qui a fait l'objet aussi de nombreuses discussions, et elle présente aussi certains effets pervers qui ont été associés et perçus comme tels dans la définition même de ce qu'est une prairie permanente, en fixant un seuil à 5 années, 5 années qui fait que bon nombre d'éleveurs, pour parler un peu rapidement, ont pris panique, et ont essayé d'éviter de passer le seuil des 5 années, ce qui fait qu'on a vu des déclarations plus ou moins altérées pour ne pas passer ce seuil. Il n'empêche que quand on regarde le bilan de cette éco-conditionnalité prairie permanente, eh bien, comme diraient certains hommes politiques bien connus, on observe un ralentissement fragile dans la diminution des surfaces en prairie permanente, c'est-à-dire que ça ne s'améliore pas, mais ça se dégrade moins vite que si on n'avait rien fait. Donc, quelque part, un léger mieux, mais le malade est toujours quand même avec de la fièvre. Alors, l'idée, c'est notamment au travers du Green Deal, d'essayer de faire mieux. Et c'est la raison pour laquelle on a, avec mes collègues, réfléchi à un certain nombre de propositions que je vous ferai en fin d'exposé autour de ces fameuses prairies permanentes. Pour rappel quand même, il y a de bonnes raisons à ce que l'on essaye de protéger, voire de stimuler le développement de ces surfaces en herbe. La première d'entre elles, et ça fait partie des atouts indéniables que présentent ces prairies face aux enjeux de demain, eh bien, c'est d'abord de produire des fourrages qui sont intéressants pour nourrir les ruminants. Le pâturage
est un fourrage qui se suffit à lui-même. C'est une des rares rations qui peut se satisfaire à lui-même pour nourrir les ruminants, et ça fournit quelque part une ration complète naturelle dont le coût alimentaire est le plus faible. Donc, intérêt économique non négligeable pour les éleveurs qui pratiquent. On sait aussi que l'alimentation à l'herbe permet d'aboutir à des produits animaux dont les qualités nutritionnelles et gustatives sont élevées et intéressantes pour l'homme, à la fois pour la santé et pour le plaisir. Ça permet également de développer des conditions d'élevage qui sont reconnues comme favorables au bien-être animal, même si ce n'est pas toujours le cas. On sait que dans les conditions de pâturage notamment, les ruminants peuvent exprimer leur liberté de déplacement, leur liberté de chevauchement, etc., et leur liberté de sélection alimentaire. Donc tout ça aboutit finalement à favoriser et à faciliter le développement de systèmes à base intrants plus économes et plus autonomes, pour reprendre le document de Jacques Pauly dans les années déjà 70, mais déjà on en parlait. Il faut quand même, force est de reconnaître quand même que cette forme d'alimentation intéressante d'un point de vue élevage présente des difficultés de gestion, et on est obligé de noter l'existence d'un certain désamour de la part des éleveurs pour cette forme d'alimentation et de conduite d'élevage. Au-delà des aspects strictement production, vous savez tous plus ou moins, et en tout cas vous en avez tous plus ou moins entendu parler, c'est que les prairies, et notamment les prairies permanentes, fournissent un panier de services environnementaux très conséquent et qui vont nous aider à répondre aux nombreux défis qui sont aujourd'hui posés à l'agriculture et qui sont repris en partie dans le cadre du Green Deal par la politique agricole commune. Les prairies justifient quasiment jamais l'utilisation de produits phytosanitaires, notamment les prairies permanentes qui en font une utilisation quasiment nulle. Les prairies jouent un rôle conséquent dans l'équilibre des rotations, ça a été bien mis en avant dans le cadre de l'étude 4 pour 1000, et c'est au travers notamment des prairies que les sols cultivés pourraient retrouver une part conséquente de fixation de carbone. Les prairies, de par leur présence toute l'année, aident aussi à la réduction sensible des fuites de nitrates, notamment dans les zones d'excédence structurelle, et contribuent dans les zones de marais notamment à l'épuration des eaux, voire à la régulation des flux d'eau et au frein à l'érosion. On a tous pu constater ce que faisait un orage sur un terrain nu ou sur un terrain couvert d'herbe. Les prairies ont un rôle important en matière de puits de carbone, et ça a été clairement montré et mis en avant notamment dans le dernier rapport du GIEC, et vont contribuer également à l'enrichissement en matière organique des sols, ce qui est quelque part une fixation de carbone intéressante au niveau climatique. Enfin, pour terminer cette longue liste à l'après-vert, mais qui est globalement favorable aux prairies et favorable à ce que souhaite le Green Deal, eh bien, les prairies, c'est souvent associé à du bocage, c'est souvent associé à des habitats pour les animaux sauvages, ça contribue à du paysage, c'est très favorable à la biodiversité dont on pleure la disparition depuis quelques mois à force de rapports de plus en plus inquiétants. Donc, l'ensemble de ces éléments s'avère plutôt intéressant. Mais diable, comment peut-on faire pour essayer de maintenir ces surfaces au moins en ce qu'elles sont, voire essayer de les améliorer, puisqu'on a vu que les conditionnalités prairies permanentes n'avaient que juste justifié un ralentissement de la disparition. Et donc, l'idée qui a été mise en avant dans le document que référençait Hervé au début de notre propos, le fameux livre sur la réforme de la PAC et ce qu'elle pourrait être demain grâce au Green Deal, eh bien, c'est d'en fait, et ça c'est extrêmement important à nos yeux, c'est de reconnaître les atouts de ces prairies au travers d'une approche motivante. Et je passe directement à la phrase en bleu sur cette diapositive qui est très importante. Il faut qu'on essaye de passer d'une approche contraignante et perçue comme répressive telle que ça l'a été dans l'éco-conditionnalité à une approche incitative qui soit perçue par les éleveurs comme positive et valorisante. Et quand on aura réussi à faire ça, je pense qu'on obtiendra une adhésion beaucoup plus volontariste que sous la contrainte. Alors, il y a 3 facteurs importants qui, à nos yeux, doivent être pris en compte pour stimuler ces fameuses prairies. C'est d'abord le fait qu'elles sont d'autant plus pertinentes vis-à-vis des caractéristiques que j'ai évoquées précédemment que leur durée est élevée, que leur durée de vie est importante. Le deuxième élément important, c'est qu'elles sont d'autant plus pertinentes que leur diversité floristique et notamment la présence de légumineuses qui vont jouer un rôle très important dans la fixation d'azote atmosphérique est importante. Et le dernier élément, c'est qu'il faut absolument que ces prairies soient valorisées grâce à un chargement animal adapté qui soit cohérent avec le milieu. En d'autres termes, pour être plus clair, éviter les aspects saturation et surpâturage. Alors, fort de ces 3 éléments clés qui vont jouer un rôle important dans
les atouts exprimés par la prairie, eh bien, on suggère 2 étages d'intervention vis-à-vis de ces prairies dans le futur Green Deal et dans la future PAC. Le premier d'entre eux, c'est de revoir la définition de ce qu'est une prairie permanente et de la porter à 10 ans d'âge. La porter à 10 ans d'âge, mais du coup, pour stimuler le fait qu'elle aille jusqu'à 10 ans d'âge, et à l'inverse, pour limiter la crainte largement évoquée par les éleveurs quand on la fixe à 5 ans d'âge, eh bien, c'est d'accroître notablement le montant des aides par hectare pour ces fameuses prairies de plus de 10 ans d'âge, afin de les rendre attractives. Et dans un deuxième temps, le deuxième volet de notre proposition repose sur une attribution d'aides moindre pour les prairies plus jeunes, mais plus ciblée et de façon progressive en regard du panier de services qui est associé au type de prairie. Et vous avez là un petit tableau qui est synthétisé aussi dans le livre qu'a cité Hervé, qui permet de voir la hiérarchie des plus-values associées à l'âge et à la diversité des prairies, hiérarchie qui serait de plus en plus financée avec une aide maximale, et je redis conséquente, pour les prairies permanentes de plus de 10 ans qui seraient valorisées avec un chargement relativement modeste. On pourrait à ce titre-là, d'ailleurs, imaginer des transferts d'aide d'un pilier à l'autre, voire au sein d'un pilier des transferts d'aide entre tel ou tel secteur, selon que l'on veut ou pas plus favoriser les prairies dans les zones, disons, à handicap naturel, voire les zones naturellement toujours en herbe. Donc, des éléments qui, je le rappelle, ont pour objectif de donner envie, plutôt que de sanctionner, afin que les gens qui valorisent ces prairies au travers de leurs ruminants soient stimulés dans l'idée de les valoriser mieux et sur des surfaces plus conséquentes. Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition, ainsi que mes collègues, pour des questions adjacentes à cette proposition. Merci beaucoup, Luc. Alors, dans les questions, il y a des questions techniques et je pense que c'est important de dire ça, si tu sais répondre à ça, enfin je sais que tu sais. Dans un contexte où les sécheresses augmentent, enfin, comme tu le sais, même si c'est hétérogène selon les régions, quelle est l'influence en fait des sécheresses sur le stockage de carbone par l'herbe? On peut résumer ça, quoi. Enfin, voilà. Je pense que globalement, compte tenu du fait qu'en présence d'une sécheresse qui aboutit à l'absence de croissance de l'herbe, il va y avoir une réduction à l'échelle de l'année de la quantité de carbone fixée par les prairies si elles poussent moins parce qu'il fait sec. Donc il est possible, il est même probable qu'en situation de sécheresse de plus en plus marquée, tel qu'on l'a vécu cet été, eh bien, la productivité d'une prairie baissant, la quantité totale de carbone fixée baisse également à l'échelle de l'année. À l'inverse, faisons quand même attention avec un petit bémol, c'est que ces sécheresses, certes récurrentes et plutôt ennuyeuses, vont aussi s'accompagner d'une précocité avancée en matière de croissance de l'herbe sur la fin de l'hiver et le début du printemps, et à l'inverse, une croissance plus favorable en période automnale, si tant est qu'il y ait un peu de pluie, qui fait que la balance va certes sans doute être négative, mais pas aussi négative que je l'ai dit dans le début de mon propos concernant l'impact seul d'une sécheresse. Le changement climatique, il a des effets multiples sur les prairies, et notamment celui d'avancer la saison de croissance de l'herbe, et donc d'avancer aussi la capacité de la prairie à fixer du carbone notamment au niveau racinaire. Donc, je ne peux pas être plus précis, faute peut-être même d'études suffisantes. Il faudrait demander à mes collègues agronomes qui s'intéressent à ça. Globalement, je pense que le solde va être défavorable s'il y a des fortes sécheresses, mais prenons bien en compte tous les effets du climat sur la croissance de l'herbe et son profil annuel. Et donc, du coup, la deuxième question qui est toujours relative, si tu veux, à climat, sécheresse, etc., c'est du coup, dans le schéma d'une augmentation de l'herbe de façon générale, et je parle très très vite, c'est alors que le changement climatique pourrait provoquer une accentuation des sécheresses, comment tu résous un peu ce potentiel conflit, on va dire ça comme ça? Ou est-ce qu'il est apparent, ou est-ce qu'il n'est pas plus grand que pour d'autres cultures? Enfin, je ne sais pas, vas-y. Non, clairement, c'est un réel problème que de devoir constater que la période végétative des plantes
va être confronté demain à non seulement une période hivernale où on sait qu'il y a peu de croissance de l'herbe, et ça on le vit depuis toujours, hein. Il y a bien longtemps qu'on sait que le maïs ne pousse pas en hiver, et pourtant Dieu sait si on en a fait. Et donc on va aussi devoir apprendre à gérer le fait qu'on a une deuxième saison de pénurie, qui est la période estivale, qui sera plus ou moins longue, qui sera plus ou moins hasardeuse, mais on peut s'inscrire dans une fréquence de plus en plus importante. Et donc, il faut qu'on développe des systèmes de production qui soient en cohérence avec cette absence de production fourragère directement récoltable par l'animal sous forme de pâturage. Ça veut dire, quelque part, faire plus de stock, mais ça veut dire surtout et avant tout adapter le chargement aux potentialités du milieu. Si la potentialité du milieu, elle baisse parce que les conditions climatiques deviennent défavorables, eh bien, il faut être cohérent et adapter le chargement à ce nouveau potentiel. Très bien. Alors, il y a une autre question, enfin, qui est sur la baisse des surfaces en prairies et en prairies permanentes en France et dans l'Union, qui est que ça s'inscrit en fait dans une baisse de la surface agricole de façon générale, Oui, avec l'artificialisation, etc. oui, Et donc, est-ce que c'est plus accentué pour les prairies Oui. permanentes? oui. Vas-y. Les prairies permanentes, avant l'application de l'éco-conditionnalité que j'ai évoquée, diminuaient 3 fois plus vite que ne diminuaient les surfaces agricoles utiles. Donc, effectivement, toutes les surfaces agricoles utiles diminuent parce qu'il y a artificialisation des milieux, mais les prairies permanentes allaient 3 fois plus vite. Et c'est ce qui a justifié, entre autres, la mise en place de l'éco-conditionnalité aux prairies permanentes pour limiter cette accélération de la réduction des surfaces. Alors après, il y a plusieurs questions qui portent autour. Alors, difficile de résumer, mais par exemple, quand on parle de l'herbe, il y a des exploitations qui ont recours à l'herbe en pâturage, en foin, enfin, etc., de différentes manières, des pourcentages variables. Et donc, à la question qui est posée, par exemple, de dire, est-ce que enfin, je sais que tu sais en plus, la part du lait qui est produit à partir de l'herbe, soit en prairie permanente, soit en prairie temporaire, est-ce qu'on peut donner quand même une idée de l'évolution sur les dernières années? Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça a tendance à augmenter? Et est-ce que, si tu sais un peu, ou peut-être un autre panéliste, est-ce qu'il y a une valorisation de l'herbe dans le lait qui est vendu au consommateur final, des produits laitiers? Alors, la deuxième question est plus facile. En l'absence de signes de qualité tels que les AOC ou le bio, qui globalement fait plus appel à l'herbe que le système conventionnel, en l'absence de ces deux aspects-là, il n'y a pas de valorisation directe de l'herbe en tant que telle, hormis quelques aventures comme le lait de foin ou des choses comme ça, mais ça représente des volumes extrêmement modestes, même si ça peut être important pour les éleveurs qui en tirent profit. Pour revenir à la première question, elle est très importante parce qu'on voit une très nette diminution de la pratique du pâturage chez les vaches laitières dans les grandes zones laitières de France et d'Europe, et notamment dans le Grand Ouest de la France. C'est-à-dire que les régions qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir de l'herbe, comme l'Auvergne, comme la Franche-Comté, sont des régions où la production d'herbe et la valorisation de l'herbe en lait se maintient, voire se maintient bien, si tant est que ces régions peuvent bénéficier de prix confortables liés aux AOC. Tout le monde connaît l'histoire de la Franche-Comté avec le comté, et on regarde aussi avec beaucoup d'attention en ce moment l'histoire du Saint-Nectaire qui redore son blason grâce à un cahier des charges beaucoup plus strict et qui fait place à l'herbe. Donc ça, c'est intéressant. Mais dans les grandes régions laitières de l'ouest de la France, et notamment Normandie, Pays de Loire et Bretagne, qui font quasiment 55% du lait français, là, pour le coup, la part du pâturage dans l'alimentation des vaches laitières, elle baisse, et elle baisse vite, consécutivement à l'agrandissement des troupeaux qui se fait de façon concomitante à un non-agrandissement des surfaces accessibles. En d'autres termes, plus le troupeau grandit parce qu'il y a des fusions d'exploitation ou des agrandissements d'élevage, en général, ils se font sans agrandissement des surfaces accessibles, ce qui fait que la surface disponible par vache diminue en faveur des fourrages conservés et d'abord en faveur de l'ensilage de maïs. Ok, donc il y a une autre question. Alors, il y a 2 ou 3 questions techniques. Là, je te laisserai de répondre pour prendre une question plus large et que posent plusieurs intervenants. C'est sur le fait que il y a une question quand même sur 10 ans pour une prairie permanente. Et dans ton schéma, c'est sans labour. Je réponds à une question parce que j'en profite. Oui. Alors que dans le mesure de verdissement,
il était autorisé un labour à condition qu'il y ait compensation par une autre surface. Du coup, la question qui est posée un peu, c'est la PAC dure 7 ans normalement, et donc comment on fait pour assurer un peu cette cohérence à 10 ans? Est-ce que tu as des idées, quoi? Voilà. Parce que du coup, la personne peut faire 7 ans, et puis au bout de 7 ans, il peut dire je change, quoi. Non, je pense que, en fait, les aides arriveront à mesure que l'on constate le vieillissement des parcelles. Donc, quand la PAC va observer qu'un éleveur a une parcelle qui passe les 10 ans, le montant de l'aide qu'il recevra lors de la 11e année sera très conséquent, ce qui l'incitera à faire ça. Si l'éleveur laboure sa prairie au bout de 5 ans, eh bien, il aura l'aide qu'il a méritée dans les 5 premières années et pas plus, donc il ne bénéficierait pas de la plus-value liée à l'âge. Alors, il y a une question peut-être pour toi sûrement, peut-être que Pierre pourra compléter, c'est pourquoi aujourd'hui l'élevage, de façon générale, ou les prairies, enfin voilà, pour commencer, l'agriculture de façon plus générale, on ne le fait pas rentrer dans le marché du carbone. C'est-à-dire, en gros, est-ce que les mesures de stockage du carbone dans les sols sous prairies ou sous forêt sont suffisamment fiables pour le faire rentrer dans le marché du carbone, d'après toi, ou pas? Dans l'absolu, je ne peux pas répondre si ce n'est que j'ai le sentiment que ça dépasse largement les aspects strictement agronomiques. Pierre, tu veux peut-être dire quelque chose? À mon avis, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres enjeux derrière. Oui, je veux bien intervenir. En fait, le marché climatique de Chicago s'est totalement effondré, en partie à cause de ça, c'est-à-dire à cause du fait que des entreprises ont essayé d'acheter de l'atténuation de leurs émissions de gaz à effet de serre dans les sols agricoles. Et le problème, c'est que c'est pas fiable, c'est très coûteux à vérifier, c'est réversible, c'est-à-dire on peut être payé pour avoir séquestré, mais si on laboure la prairie, ben voilà, une grande partie va s'échapper. Donc c'est vraiment pas évident de faire ça, je dirais, avec des exploitations agricoles individuelles. Moi, je serais assez favorable que ce soit les États membres qui rentrent dans le marché d'émissions, de quotas d'émissions européens au titre de leur propre agriculture. Et dans ce cas-là, on a moins de problèmes, d'agrégation et de vérification de l'existence du stock. C'est-à-dire, la question, c'est de savoir si les opérateurs de ce marché auront confiance dans ce que diront les États membres sur l'état de leur agriculture, mais d'un point de vue agrégé, il y aurait moins de risques, hein, puisqu'on rentrerait des grandes quantités, puis si on fait des erreurs, ben, on pourrait dire elles se compensent, etc. Voilà. Ensuite, quand on essaye de ne pas faire d'un point de vue agrégé, on se heurte sur vraiment un problème, c'est-à-dire que une parcelle qui a un sol profond, elle peut séquestrer beaucoup. On met de l'herbe et puis on la garde et puis ça va séquestrer beaucoup et longtemps. Hein. Il y a des prairies irlandaises qui continuent de séquestrer. Elles ont des dizaines, voire des centaines d'années. Et puis sur des sols, des sols peu épais, même si c'est de la prairie, ben, ça stocke rien en fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas la place. Et donc ce problème de la profondeur du sol fait qu'il faut vraiment, travailler sur des moyennes, sur de la modélisation, et puis de l'échantillonnage des sols. Merci Pierre, et donc merci à Luc et merci à Vincent, puisqu'il reste 4 minutes. Je sais qu'il faut respecter stricto sensu l'horaire. Donc, en guise de conclusion, il faut que je récupère la main. Ça va venir, ou je vais faire comme ça. Donc, on est bien conscient du caractère frustrant que peut présenter un tel séminaire où on se focalise sur certaines questions seulement, puisque on n'a pas abordé, par exemple, des questions comme le bien-être animal, qui sont abordées dans l'ouvrage dont j'ai parlé au début. On n'a pas, ou très peu, mais ou juste en passant, parlé aussi des aspects consommation, des aspects
consommation de produits animaux, à la fois insuffisant dans des pays du monde et puis excédentaire dans d'autres catégories de la population, dans d'autres pays. Bref, c'est des points très importants. Juste pour vous dire que donc ce travail en fait de nouvelle PAC et de compatibilité entre le Green Deal et la politique agricole commune, plusieurs chercheurs dont vous avez les noms sur la diapositive présente travaillent donc dans le cadre d'un rapport pour le Parlement européen. Alors c'est pour le 28 octobre, donc il faut qu'on aille travailler après, dès qu'on aura fini là, voilà, sur les implications du Green Deal. Et je voudrais juste mettre 3 points en avant. Comme vous le savez, le Green Deal est très ambitieux pour l'Union européenne et a d'abord un objectif de neutralité carbone. Et je pense que c'est très important qu'il ait en fait cet objectif, qu'on ait cet objectif ambitieux en matière de climat pour l'Union européenne, et que l'agriculture et les systèmes alimentaires de façon générale doivent contribuer à l'effort, avec des difficultés évidemment de calcul de contribution de ces efforts, étant donné ce qu'on a dit, le pouvoir réchauffant, tenir compte du stockage, etc. Mais il faut le faire, voilà. La deuxième chose, c'est que le Green Deal, il est quand même très ambitieux et il se démarque considérablement des réformes successives de la PAC qu'on a connues depuis 92. C'est qu'il affiche clairement qu'il faut avoir une vision système alimentaire. Et dans ce cadre-là, tenir compte de ce qui se passe à la consommation et des impacts que peut avoir la consommation ou des modifications des régimes, par exemple en termes de gaz à effet de serre, en termes de biodiversité, et donc l'impact sur les productions. Et du coup, la grande question qui se pose et qu'on essaie d'analyser, c'est en quoi la réforme de la PAC, qui reste telle qu'elle se prépare, qui reste quand même très centrée sur le secteur agricole, avec peu sur le système alimentaire, ce qui se passe à la demande, et en particulier à la consommation, peut contribuer à achever les objectifs du Green Deal, sachant, et ça va répondre à des questions qui ont été posées, qu'il est très probable que la réforme de la PAC, telle qu'elle se dessine, s'inscrive de façon globale dans les propositions de juin 2018, donc qu'il n'y ait pas de taxation, par exemple, au niveau européen, comme ça a été dit, soit à la consommation, soit à la production. Par contre, on peut trouver d'autres dispositifs permettant de reproduire un peu les effets de la taxation ou du subventionnement, et c'est un peu ce qu'on cherche à faire. Et la grande question, donc, par rapport à l'élevage, c'est qu'est-ce que l'on va faire à la demande et comment, dans l'Union européenne, on sera en mesure de mettre en place des mesures incitatives ou des mesures contraignantes par rapport au régime, et c'est un peu ce que l'on va étudier. Voilà, il est pile 15h30. Alors, c'est un peu frustrant parce que je vois le chiffrage, mais on ne peut pas vous entendre. Mais j'espère que ça vous a intéressé. Et évidemment, les chercheurs ici présents restent disponibles si vous avez des questions à leur poser. Et donc, nous vous souhaitons une bonne suite d'après-midi. Au revoir.